Quand l'âme est sur le point de se transformer, tout se désordonne d'abord à l'intérieur. Elle ne s'annonce pas avec des feux d'artifice. Elle commence par un malaise silencieux, comme si quelque chose en toi commençait à se briser sans raison apparente. Tu continues ta vie, mais tu ne t'intègres plus. Les conversations t'épuisent, les environnements que tu tolérais auparavant t'irritent, et ce que tu voulais avant, tu ne le reconnais plus comme tien. Tu n'es pas en crise, tu es en transition. La plupart le confondent avec la dépression, l'épuisement, la déconnexion, mais en réalité, c'est une étape de purification. Le silence que tu ressens n'est pas le vide, c'est l'espace. La fatigue n'est pas la faiblesse, c'est le nettoyage. Tu lâches du poids mort, et ce qui semble être une chute est en réalité un élan vers l'intérieur. Tu descends dans les profondeurs de toi-même pour récupérer quelque chose que tu avais oublié, ton véritable pouvoir. Ce n'est pas une belle étape, elle ne fait pas bonne figure sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas être facilement expliquée aux autres, mais celui qui la traverse change pour toujours. Parce que juste avant une renaissance personnelle, on commence à mourir de l'intérieur, et personne ne le remarque. Tu t'isoles, non par fierté, mais parce que ton âme a besoin de silence pour crier. Tu arrêtes de parler, non parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que l'explication est une perte d'énergie. Ce message n'est pas pour ceux qui veulent se sentir mieux pendant un moment. Il est pour ceux qui ressentent déjà le tremblement sous leur peau, pour ceux qui savent que quelque chose se brise, mais qui pressentent que cette rupture apporte la vérité. Si tu ressens cela, reste, parce que tu es au bord de ta nouvelle vie, et ces signes que tu es sur le point de connaître ne sont pas la fin, ils sont le début du réveil le plus fort que tu aies jamais eu. Tu ne perds pas la tête. Tu laisses derrière toi la version faible dont tu n'as plus besoin. Et oui, ce processus fait mal, mais la douleur n'est pas une punition, c'est le prix de l'évolution. 1. Tu commences à t'éloigner de tout sans donner d'explication. Comme un serpent qui se cache avant de muer, tu commences à disparaître. Ce n'est pas quelque chose que tu planifies ou expliques. Cela arrive simplement. Tu t'éloignes, tu te replies. Les gens le remarquent, posent des questions, s'inquiètent, mais tu ne sais pas comment le mettre en mots, parce que tu ne comprends pas tout à fait ce qui se passe. Tu sais juste que tu as besoin d'être seul, que les voix extérieures ne te servent plus, que le bruit du monde te dérange maintenant comme si chaque conversation forcée était un bourdonnement insupportable dans ton esprit. Tu ne te rends pas, tu te replies pour prendre de l'élan. Tu t'éloignes non pas pour fuir, mais pour te protéger de tout ce qui n'a plus de sens. Cet éloignement n'est pas de la lâcheté, c'est de l'instinct. C'est de l'intelligence émotionnelle qui commence à émerger. Tu commences à filtrer ce qui entre dans ta vie et ce qui ne mérite plus ton énergie. Le besoin de plaire s'estompe. Tu ne réponds plus à chaque message, tu ne donnes plus d'explications inutiles, tu ne justifies plus ton silence. Et cela, dans un monde obsédé par la connexion superficielle, est une déclaration d'indépendance. C'est le début d'un nouveau niveau de conscience. Parce que celui qui ose rester seul avec lui-même commence à voir clairement ce que les autres ne voient pas. Le plus curieux de cette étape est que beaucoup vont te juger. Ils diront que tu es devenu froid, distant, arrogant. Mais ils ne savent pas ce que tu construis dans l'ombre. Ils ne savent pas que ton âme fait le ménage, que tu te vides pour te remplir à nouveau de ce qui compte vraiment. Cet éloignement est ton sanctuaire. Ne le sabote pas en revenant à ce qui t'épuise. Ne brise pas ton processus juste pour plaire à ceux qui ne comprennent pas ton évolution. Parce que celui qui te valorise vraiment respectera ton silence et attendra ton retour sans exiger d'explication. Quand tu commences à t'éloigner, tu te rends compte de quelque chose de brutal. Beaucoup de personnes étaient avec toi par habitude, pas par connexion. Tu commences à voir les dynamiques que tu tolérais avant et que tu ne peux plus soutenir maintenant. Et ça fait mal. Ça fait mal de réaliser qui était là pour toi et qui était là seulement pour ce que tu donnais. Mais cette douleur est nécessaire. Parce que dans ce processus, tu découvres aussi qui tu veux vraiment près de toi. Et plus important encore, tu découvres que tu peux être avec toi-même sans te sentir seul. Tu deviens ton propre refuge.
Tout au long de l'histoire, les grands changements ont commencé en solitude. Le guerrier se prépare en silence. Le sage médite loin du tumulte. Celui qui transforme sa vie ne l'annonce pas, il le fait en secret. Cet éloignement que tu vis est exactement cela. Un signe clair que quelque chose en toi se réveille. Et même si tu ne le comprends pas tout à fait aujourd'hui, plus tard tu regarderas en arrière et tu verras que ce silence était la graine de ta nouvelle identité. N'explique pas ton processus à ceux qui n'ont pas la capacité de le comprendre. Ne demande pas la permission de changer. Ne mets pas de mots sur quelque chose qui se ressent seulement. Tu t'éloignes parce que ton âme en a besoin. Tu te déconnectes du bruit pour te reconnecter à toi-même. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est l'acte le plus courageux que tu pourrais faire. 2. Tu ressens un malaise interne avec ce que tu tolérais auparavant. Il y a des bâtiments anciens qui restent debout pendant des décennies jusqu'à ce qu'une minuscule fissure apparaisse à la base. Elle ne fait pas de bruit, elle ne provoque pas un effondrement immédiat, mais elle change tout. Cette fissure est le signe que la structure ne résiste plus à ce qu'elle supportait auparavant. Il en va de même pour toi. Il y a des choses que tu supportais pendant des années sans te plaindre, mais soudain, tu ne peux plus. Cette personne que tu écoutais patiemment avant te fatigue maintenant. Ce travail que tu défendais avec fierté commence à te sembler une prison. Cette routine que tu répétais chaque jour commence à te donner la nausée. Et même s'il n'y a pas de raison claire, tu le sens fortement dans ta poitrine. C'est inconfortable, mais c'est vrai. Tu n'exagères pas. Ce malaise interne n'est pas un caprice émotionnel. C'est une alarme. C'est ton âme qui te crie que quelque chose ne va plus, que ta croissance ne rentre plus dans le moule ancien. Et le plus fort, c'est que tu ne peux pas l'ignorer. Tu peux essayer de faire semblant, de sourire, de continuer avec la même vie qu'avant. Mais quelque chose en toi ne coopère plus. Il te trahit. Il te pousse à te rebeller. Ce malaise est le symptôme exact que tu es en train de te réveiller. Quand tu es sur le point de te transformer, tu commences à te sentir mal à l'aise dans des endroits où tu te sentais chez toi auparavant. Non pas parce que ces lieux ont changé, mais parce que tu l'as fait. Tes valeurs, tes priorités, ta vision du monde sont en train de se renouveler. Et cette mise à jour interne rend l'ancien insupportable. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas un manque d'humilité, c'est de l'évolution. Celui qui change à l'intérieur brise inévitablement à l'extérieur. Ce point est l'un des plus durs à accepter, parce que le malaise te force à prendre en charge. Tu ne peux plus continuer à blâmer l'environnement. Tu ne peux plus espérer que les choses se règlent d'elles-mêmes. Tu sais que si tu restes où tu es, tu t'éteins. Et même si tu ne sais pas clairement où te déplacer, tu sais que rester est te trahir. C'est la véritable crise. Quand l'ancien fait mal, mais le nouveau n'a pas encore de forme. Mais c'est justement là, dans ce vide inconfortable, que naît la transformation la plus honnête. La culpabilité peut aussi apparaître, pour avoir laissé derrière toi des personnes, des lieux ou des habitudes que tu as aimées. Mais cette culpabilité fait partie du deuil. Tu ne méprises pas ton passé, tu reconnais qu'il ne te représente plus. Et il ne s'agit pas de brûler des ponts par colère, mais de lâcher avec respect ce qui a déjà accompli son cycle. Tu abandonnes le confort pour l'authenticité. Tu dis assez, même si tu n'as pas un après défini. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du caractère. La chose la plus sage que tu peux faire quand tu ressens ce malaise est de ne pas le nier. Écoute-le, observe-le. Demande-toi quelle partie de toi demande de l'espace. Quel aspect de ta vie est devenu trop petit pour ce que tu commences à être, parce que l'ignorer ne fait que prolonger la souffrance. En revanche, lui prêter attention est un acte d'honnêteté envers toi-même. La croissance fait mal, non pas à cause de ce qui vient, mais à cause de ce qui est laissé derrière. Mais personne ne se réveille en paix. Tout véritable éveil commence par un malaise. C'est le premier symptôme que ton âme lutte pour se libérer. Alors, si aujourd'hui tout te dérange, ne le prends pas comme une malédiction. Prends-le comme un signe. Tu es en train de briser l'ancienne structure. Et cette fissure en toi, bien qu'ennuyeuse, est le début d'une vie plus alignée avec qui tu es vraiment. 3.
Tu perds l'intérêt à impressionner les autres. Les feux d'artifice éblouissent pendant quelques secondes, mais disparaissent tout aussi rapidement. Ils illuminent le ciel avec fracas, avec des couleurs, avec une attention garantie. Mais ensuite, tout retourne à l'obscurité. C'est ainsi que fonctionne le besoin d'impressionner, bruyant, éphémère et vide. Pendant longtemps, tu as été comme ces feux d'artifice, cherchant à briller pour que les autres te voient, t'efforçant de plaire, d'être accepté, de t'intégrer. Mais maintenant, quelque chose en toi a changé. Tu n'es plus intéressé à faire une impression, à être applaudi, ou même à être compris. Tu es fatigué de jouer pour un public qui ne connaît même pas toute ton histoire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la fatigue, de réaliser que prétendre coûte trop cher et n'offre rien de réel en retour. Tu ne veux plus t'habiller pour impressionner, parler pour plaire, sourire pour éviter les conflits. Maintenant, tu veux la paix, pas l'approbation. Et pour la première fois, tu commences à être toi-même sans t'excuser pour cela. C'est un renoncement silencieux à tout ce qui est artificiel. Tu arrêtes de compétitionner, de te comparer, de prouver, parce que tu comprends que celui qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de le crier. Ce changement est puissant et aussi inconfortable, parce que tu te rends compte combien de tes décisions étaient contaminées par le regard des autres. Quels vêtements tu portais, quels mots tu disais, quels rêves tu poursuivais. Tout dans l'intention d'être accepté. Mais plus maintenant. Maintenant, tu priorises ce qui te donne du sens, pas ce qui donne des likes, et cela dérange. Ceux qui te connaissaient avec le masque sont mal à l'aise de te voir sans lui. Ils diront que tu as changé, et ils auront raison. C'est à ce moment que tu commences à prendre des décisions à partir d'un autre endroit. Tu ne choisis plus en fonction de ce que tu espères que les autres pensent de toi, mais en fonction de ce dont tu as besoin pour te sentir en paix. Et dans ce processus, beaucoup de gens se perdent, parce qu'il y a des relations qui n'existaient que tant que tu t'efforçais de maintenir une image. Quand tu arrêtes de jouer, beaucoup disparaissent, mais d'autres arrivent aussi. Des gens qui se connectent à ta vérité, pas à ton personnage. La perte d'intérêt à impressionner ne te rend pas invisible. Elle te rend libre, parce que tu découvres que le respect le plus solide est celui qui naît d'être cohérent avec toi-même, pas celui qui s'achète avec de belles paroles. Tu commences à valoriser davantage ta tranquillité que l'admiration des autres. Et cela change tout. Tu te déplaces différemment, tu parles différemment, tu choisis avec fermeté, non par orgueil, mais parce que tu apprends à prioriser ton authenticité. Pendant cette étape, il est normal de ressentir un vide, parce que si tu n'es plus ce que tu prétendais être, qui es-tu alors? C'est un processus lent, mais nécessaire. Te découvrir sans ornement, sans exagération, sans filtre. Découvrir que tu peux être intéressant sans essayer de plaire, que tu peux avoir de la valeur sans avoir à le prouver. C'est l'un des signes les plus clairs que tu es vraiment en train de changer. Cesser d'impressionner, c'est cesser de jouer. Et c'est l'un des actes les plus courageux que tu peux faire dans une société qui te récompense pour paraître. C'est lâcher la scène, éteindre les projecteurs et t'asseoir avec toi-même sans public. C'est là que commence la véritable transformation. Parce que celui qui ose s'aimer lui-même, même si personne ne l'applaudit, a gagné une bataille que peu connaissent, celle de l'authenticité sans condition. 4. Ton esprit commence à filtrer le chaos avec plus de calme. Lorsqu'une rivière est agitée, on ne peut pas voir le fond. Mais si tu attends assez longtemps, si tu laisses l'eau se calmer, ce qui était auparavant trouble devient transparent. Il en va de même avec ton esprit lorsque tu entres dans une transformation profonde. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne cries plus par impulsion. Tu ne pleures plus pour la première chose qui fait mal. Tu ne cours plus chaque fois que quelque chose se brise. Tu commences à observer, à respirer, à répondre depuis un lieu plus mature, plus centré. Ce n'est pas que le chaos a disparu, c'est que tu as appris à ne pas lui donner le contrôle. Et ce calme n'est pas un hasard, c'est une conséquence. C'est le résultat de t'être brisé de nombreuses fois, d'avoir crié en silence, d'avoir souffert dans l'ombre. Chaque moment de douleur t'a formé sans que tu t'en rendes compte. Chaque déception,
Chaque trahison, chaque perte, tout a appris à ne plus perdre la tête pour ce qui ne dépend pas de toi. Et maintenant, lorsque les tempêtes apparaissent, tu ne cours pas, tu ne te bats pas, tu ne supplies pas. Tu attends. Et dans cette attente, tu te renforces. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir que tout ne mérite pas une réaction, que tout le monde ne mérite pas une explication, que tous les conflits n'ont pas besoin que tu t'épuises. Lorsque tu commences à filtrer le chaos, tu comprends qu'il y a des batailles qui n'existent que si tu décides d'y participer. Et tu décides de ne pas le faire, non par peur, mais par sagesse. Tu as réalisé que ta paix n'a pas de prix et que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais de te contrôler toi-même. Ce calme déconcerte ceux qui te connaissaient différemment. Ceux qui étaient habitués à te voir exploser sont maintenant confus par ta sérénité. Ils te provoquent, te défient, te jugent pour ton silence. Mais tu sais que le véritable changement ne se crie pas, il se démontre. Et rester ferme quand tout bouge est un signe que tu maîtrises ce qui te dominait auparavant. L'esprit qui te trahissait auparavant commence maintenant à t'obéir. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le gouverner. Tu reconnais la colère, mais tu ne la laisses pas décider. Tu ressens la tristesse, mais elle ne t'entraîne pas. La peur te visite, mais elle ne te paralyse pas. Tu as cessé d'être l'esclave de tes pensées, parce que tu as commencé à les remettre en question, à les observer sans te laisser entraîner par elles. Cette distance intérieure que tu n'avais pas auparavant est ce qui te permet aujourd'hui de rester calme, même au milieu des cris des autres. Et dans ce calme naît une nouvelle clarté. Tu commences à voir des intentions cachées, à détecter la manipulation déguisée en affection, à comprendre des schémas qui te confondaient auparavant. Le bruit baisse et l'intuition monte. Tu n'as plus besoin de tant de conseils extérieurs. Tu commences à faire plus confiance à ce que tu perçois, à ce que tu sais. Parce que tu t'es écouté en silence, sans distraction, sans fioriture. Filtrer le chaos ne signifie pas que la vie devient plus facile. Cela signifie que tu deviens plus fort. Et cette force tranquille, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui ne cherche pas la validation, est ce qui marque le début de ta nouvelle étape. Une étape où tu ne vis plus en éteignant des feux, mais en construisant depuis le centre. Parce que celui qui apprend à calmer son esprit ne vit plus en fuyant le monde, il vit en choisissant comment l'affronter. Et cela, même si cela ne fait pas de bruit, est l'un des signes les plus puissants d'évolution privilégiée. 5. Tu remarques que tu es en train de dire adieu à d'anciennes versions de toi-même. Il existe des arbres qui, à certaines saisons, laissent tomber leurs feuilles sans que personne ne les touche. Ils ne le font pas parce qu'ils sont malades. Ils le font parce qu'ils savent que cette partie a terminé son cycle. Ils ne résistent pas. Ils ne luttent pas. Ils laissent simplement aller. Et il commence à se passer la même chose en toi. Tu te rends compte qu'il y a des attitudes, des pensées et des versions passées de toi-même qui n'ont plus de place dans ce que tu commences à être. Tu ne l'as pas prévu, mais tu le sens. C'est un adieu interne, silencieux, sans applaudissements ni rituel. Tu dis adieu à cette partie de toi qui avait l'habitude de tout supporter, à celle qui évitait les conflits à tout prix, à celle qui prétendait aller bien quand ce n'était pas le cas. Et tu ne le fais pas par haine, tu le fais par gratitude. Se souvenir de qui tu étais peut faire mal, mais il serait encore plus douloureux de t'obliger à rester cette personne simplement parce que les autres s'y sont habitués. À ce stade du processus, tu commences à rompre des pactes que tu as faits avec toi-même par peur, des pactes qui disaient « ne dérange pas, ne te distingue pas, ne te mets pas en premier ». Et en les rompant, tu te sens étrange, voire coupable, mais tu te sens aussi libéré. Parce que tu sais que pour avancer, il faut arrêter de porter qui tu n'es plus. Souvent, ces anciennes versions de toi-même n'étaient pas mauvaises, elles étaient simplement nécessaires. Tu as survécu avec elles, tu t'es défendu avec elles, tu as accompli des choses importantes, mais maintenant, elles gênent. Ce sont des vêtements qui ne te vont plus. Et même si tu essaies de les ajuster, on voit bien que ce n'est pas toi.
Rester dans ces habitudes serait comme essayer d'entrer dans un endroit où tu n'appartiens plus simplement parce que tu t'y sentais à l'aise à un moment donné. Il y a des pensées qui s'éteignent, des envies que tu n'as plus, des façons de réagir qui n'apparaissent plus, et cela déconcerte au début. Parce que tu ne laisses pas seulement des choses externes, tu lâches des parties de toi qui ont défini ton identité pendant des années. Mais voici ce qui est important, tu ne te perds pas, tu te retrouves. Et même s'il y a une sorte de deuil interne, c'est un deuil qui ouvre l'espace pour une version plus intégrale, plus réelle, plus alignée avec toi. Le plus difficile à ce stade est que cela ne se voit pas à l'œil nu. Les gens ne voient pas ce que tu lâches à l'intérieur. Tu continues à aller au même travail, à croiser les mêmes personnes, à dormir dans la même maison. Mais tu sais qu'un changement profond est en cours, parce que tu ne te parles plus de la même manière, tu ne te traites plus durement, tu ne t'abandonnes plus pour t'adapter, tu commences à t'écouter avec plus de respect, à choisir avec plus de conscience, et cela marque le début d'un nouveau type de relation avec toi-même. Ta narration interne commence aussi à changer. Tu arrêtes de dire « c'est comme ça que je suis » pour commencer à dire « c'est comme ça que j'étais ». Tu te permets d'évoluer sans craindre de paraître incohérent. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas de contradiction à changer, seulement de la croissance. Celui qui ne change pas est celui qui reste coincé dans l'image que les autres ont de lui. Et tu n'es plus prêt à vivre pour maintenir une image. Tu es prêt à vivre pour te sentir en paix. Quand tu dis adieu à d'anciennes versions de toi-même, tu ne sais pas exactement qui tu seras après. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin de continuer à lâcher ce qui ne vibre plus avec toi. Parce que cet espace vide qui reste n'est pas de la solitude, c'est un terrain fertile. C'est là que naîtra la nouveauté, et même si elle n'a pas encore de forme, elle se sent plus authentique que tout ce que tu as été auparavant. Parce qu'elle vient de toi, pas de ce que le monde attend. Et cela, même si c'est difficile, vaut chaque étape du processus. Même si c'est difficile. 6. Augmente ta résistance émotionnelle face à l'incertitude. Les marins expérimentés ne maudissent pas la tempête, ils ajustent simplement les voiles, parce qu'ils comprennent que la mer ne promet jamais le calme, seulement le mouvement. C'est ainsi que commence à se transformer ta relation avec l'incertitude lorsque tu traverses un changement profond. Avant, l'incertitude te noyait, te volait ton sommeil, te faisait courir à la recherche de réponses immédiates. Maintenant, non. Maintenant, tu apprends à être au milieu de l'inconnu sans désespérer. Tu ne te brises plus à chaque silence, tu n'exiges plus de garanties. Tu deviens fort dans l'incertitude. Et c'est l'un des signes les plus silencieux, mais les plus puissants de véritable transformation. La plupart des gens ont besoin de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Ils s'accrochent à des routines, à des étiquettes, à des plans qui leur donnent l'illusion de stabilité. Mais tu commences à vivre différemment. Tu te rends compte que la sécurité absolue n'existe pas. Qu'attendre que tout soit clair pour agir est une forme déguisée de paralysie. Tu apprends à bouger sans avoir la carte complète, à faire des pas sans promesse, à faire confiance à ta direction même si le chemin semble flou. Cela demande du courage, mais aussi de la conscience. La résistance émotionnelle ne signifie pas froideur, elle signifie force. C'est la capacité de ressentir la peur sans laisser cette peur t'arrêter. C'est savoir que quelque chose peut mal tourner, mais continuer malgré tout. C'est marcher en sachant que tu peux tomber, mais avec la certitude que tu sauras te relever. Tu ne réagis plus avec désespoir. Maintenant tu analyses. Tu respires, tu penses, tu comprends que la vie n'est pas conçue pour te donner des certitudes, mais pour t'entraîner à l'adaptation. Et tu commences à maîtriser cet art. À ce stade, tu arrêtes de chercher la validation dans le futur. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas pour être en paix. Parce que la paix ne vient plus du résultat, elle vient de ton attitude. Et c'est un changement radical, c'est la transition de l'anxiété à la présence. De l'attente à l'engagement dans l'instant. Ton esprit cesse de courir vers le « qu'est-ce qui va se passer ?» et commence à se concentrer sur « qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai ?» Et ce changement interne te rend immensément fort.
Résister à l'incertitude ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir tout sans te laisser consumer. C'est accepter que la douleur peut te toucher mais ne pas t'entraîner, que la confusion peut t'accompagner mais ne pas te définir. Tu commences à reconnaître que chaque moment d'obscurité apporte une leçon, que chaque vide est un espace en attente d'être rempli par quelque chose de nouveau. Et cela change ta façon de te rapporter à la vie. Parce que tu arrêtes d'attendre que tout s'emboîte et tu commences à construire à partir de là où tu es. Tu découvres aussi quelque chose de plus profond, que souvent l'incertitude était nécessaire pour que tu lâches ce que tu n'aurais jamais lâché de ton plein gré, que le chaos t'a amené à découvrir des parties de toi qui étaient endormies, que sans perdre le cap, tu n'aurais jamais créé ton propre chemin. Cette compréhension ne vient pas des livres ni des conseils. Augmenter ta résistance émotionnelle face à l'incertitude ne te rend pas moins humain. Elle te rend plus sage, parce que pendant que d'autres sont paralysés par l'ignorance, tu avances. Pendant que d'autres attendent des signes, tu choisis. Pendant que d'autres se perdent dans le doute, tu te maintiens. Et ce n'est pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu n'as plus besoin de toutes les avoir pour continuer. Ce calme actif qui commence à naître en toi est la preuve que tu es prêt pour ce qui vient, même si tu ne sais pas encore ce que c'est. Et cela, en soi, est déjà une victoire. 7. Ton environnement commence à se replier silencieusement. Lorsque le soleil commence à se coucher, il ne fait pas de bruit. Mais petit à petit, le paysage change. Les ombres s'allongent, le vent baisse, les oiseaux se cachent. Tout se transforme en silence. De la même manière, ton environnement commence à changer lorsque tu traverses une transformation profonde. Sans grande discussion, sans drames évidents, sans rupture scandaleuse. Certaines personnes s'éloignent, certaines invitations cessent d'arriver, certains espaces ne t'appellent plus. Au début, ça fait mal, parce que tu l'interprètes comme un rejet, comme une perte. Mais si tu observes attentivement, tu te rendras compte que ce n'est pas le monde qui s'éloigne de toi, c'est la vie qui réorganise ce qui ne s'additionne plus. Quand tu changes, tout autour de toi commence à se réajuster. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que ta vibration ne correspond plus à certains endroits. Ce que tu tolérais avant te semble maintenant toxique. Ce que tu cherchais avant te semble maintenant vide. Et le plus curieux, c'est que tu ne fais rien d'explicite pour provoquer ce repli. Cela se produit simplement. Ton silence dérange, ta clarté fait peur, ta croissance dérange ceux qui vivent dans la stagnation. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à purifier ton environnement sans que tu aies à lever le petit doigt. Cela peut ressembler à de l'abandon, mais ce n'est pas le cas, c'est du nettoyage, c'est de l'espace nécessaire. Ce qui semblait être de la solidité n'était que de l'habitude. Ce qui semblait être de l'amitié était de l'attachement. Ce qui semblait être de la compagnie était de la distraction. Lorsque tu deviens une version plus consciente de toi-même, tout ce qui était basé sur des illusions commence à s'effondrer. Et cela, bien que cela soit inconfortable, est une bénédiction déguisée. Parce que tu commences enfin à marcher sans le poids des fausses connexions. Parfois, tu ne le vois pas venir. Des personnes qui juraient être là pour toujours disparaissent soudainement. Des groupes où tu te sentais auparavant partie intégrante ne t'accueillent plus de la même manière. Des voix que tu admirais auparavant te semblent maintenant vides. Et cette transition est dure, car elle te laisse dans une sorte de vide relationnel. Mais ce vide est fertile. C'est l'espace où commenceront à arriver des personnes qui se connectent vraiment avec ton essence, pas avec l'image que tu soutenais auparavant. Et pour que cela se produise, il faut d'abord que ce qui ne vibre plus avec toi s'en aille. L'important à ce stade est de ne pas le prendre personnellement, ne pas chercher de coupable, ne pas forcer les choses à revenir comme avant. Parce que si elles s'éloignent, c'est pour une raison. Et si toi-même tu perds de l'intérêt à maintenir certaines connexions, c'est aussi pour une raison. Ton énergie est en train de changer. Et ce qui est aligné avec toi trouvera un moyen de rester. Le reste se dissoudra simplement. Sans cri, sans scène, sans besoin d'explication. C'est ici que beaucoup de personnes échouent dans leur processus de transformation.
parce qu'en se sentant seules, elles retournent à ce qui les épuisait pour ne pas ressentir le vide. Mais ce vide est nécessaire. C'est l'espace entre une étape qui s'est terminée et une autre qui n'a pas encore commencé. C'est la pause sacrée entre qui tu étais et qui tu es sur le point de devenir. Ne le remplis pas avec urgence. Soutiens le silence. Apprends à l'habiter. Parce qu'à l'intérieur de lui, ton âme se réorganise. Si aujourd'hui tu remarques que ton environnement se replie, ne panique pas, observe, respire, fais confiance. Tu es en train d'être filtré. Tu es en train d'être préparé pour recevoir ce dont tu as vraiment besoin. Et même si tu ne le vois pas maintenant, plus tard tu comprendras que ce silence autour de toi n'était pas de la solitude, c'était de la protection. Tu arrêtes d'appartenir là où tu te perdais auparavant. Et cela, bien que cela fasse mal, est un grand pas vers ton authenticité. 8. Tu ressens une force interne inexplicable qui te pousse à continuer. Le volcan ne demande pas la permission pour s'activer. Pendant des années, il semble endormi, inoffensif, silencieux. Mais sous la surface, quelque chose est en train de se préparer. Personne ne le voit, personne ne l'entend, mais lui le sait. Il sait qu'il n'est pas mort, il est juste en préparation. Et quand vient le moment, il se réveille. C'est ainsi que commence à se sentir cette force interne lorsque tu es sur le point de franchir un seuil personnel. Personne ne le remarque. Ta vie extérieure reste la même, tes routines ne changent pas beaucoup. Mais tu ressens quelque chose de nouveau, une sorte d'énergie qui te soulève même quand tu n'as plus de raison claire de le faire. Il ne s'agit pas de motivation. La motivation va et vient. C'est différent. C'est une sorte de feu silencieux qui ne demande pas d'explication. Il te pousse, simplement. Quand tout semble stagner, cette force interne te fait te lever. Quand le monde te déçoit, cette énergie te murmure de ne pas t'arrêter. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu ne peux pas l'ignorer non plus. Beaucoup la confondent avec l'obstination. Mais ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de l'obstination, c'est de l'instinct. C'est ton âme qui te dit de continuer, même si tu es épuisé, même si tu n'as pas de certitude, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, quelque chose en toi continue de croire, et ce quelque chose est la chose la plus pure que tu possèdes. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est de la conviction interne. C'est la certitude que tu n'es pas allé aussi loin juste pour abandonner maintenant. Pendant un processus de transformation réelle, cette force apparaît juste quand tu en as le plus besoin. Elle ne se manifeste pas comme une explosion, mais comme une présence constante. Parfois c'est une idée que tu ne peux pas lâcher, parfois c'est une sensation physique. Parfois c'est le simple fait que, malgré tout, tu continues d'avancer. Et c'est ce qui te distingue. Ce n'est pas que tout soit facile, c'est que tu n'as plus besoin que ce soit le cas pour continuer. Il y aura des moments où tu te sentiras seul, où rien n'aura de sens, où personne ne comprendra ce que tu traverses. Mais même là, cette force persiste, et bien qu'elle ne crie pas, bien qu'elle ne console pas, elle ne te laisse pas tomber. Parce que maintenant tu es connecté à quelque chose de plus profond que la logique, de plus solide que l'émotion. Tu es connecté à toi-même. Et cette connexion, une fois activée, ne disparaît pas. Elle devient ton ancre, ton centre, ta raison silencieuse. Tu remarqueras aussi que cette force te rend plus sélectif. Tu ne gaspilles plus ton énergie à discuter avec ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu n'expliques plus ton processus à ceux qui cherchent seulement à donner leur avis. Tu ne cours plus après ce qui te manque, parce que cette énergie ne se négocie pas, elle se protège. Et tu as appris à la garder, à la nourrir, à lui faire confiance même quand tout le reste échoue. Ce n'est pas de la chance, c'est de la maturité émotionnelle. À ce stade, tu n'as pas besoin que tout ait un sens pour continuer. Tu sais que tu es là où tu dois être, même si le chemin est encore incertain. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui se forme, même si tu ne peux pas encore le voir clairement. Et tu fais confiance, non pas par naïveté, mais par expérience, parce que tu as déjà vécu ce que c'est de continuer éteint, et maintenant que cette force s'est réveillée, tu n'es pas prêt à revenir en arrière. Cette force interne qui te pousse aujourd'hui ne vient pas de l'extérieur,
Elle vient de tout ce que tu as surmonté en silence, de tout ce que tu as perdu sans abandonner, de tout ce que tu as guéri sans que personne ne le voie. Tu n'as pas besoin de la comprendre pour en profiter, tu as juste besoin de continuer à marcher. Parce que c'est le signe le plus clair de tous. Quand tu sens que tu ne peux pas t'arrêter, même si tu ne sais pas pourquoi, c'est parce que tu es plus proche de ce que tu imagines. Et celui qui arrive là ne revient pas. Il se transforme et il avance. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret. Arrête d'attendre que tout se mette en place pour être heureux, parce que ça ne va pas arriver. La vie ne va pas te demander la permission de te frapper. Et si tu continues à croire que le bonheur arrivera lorsque tout sera en place, tu passeras toute ta vie à attendre quelque chose qui n'existe pas. La plupart des gens vivent ainsi, en attendant le travail parfait, la personne idéale, le moment exact. Mais le travail fatigue, les gens déçoivent, et le moment n'arrive jamais. Combien de paix vas-tu continuer à sacrifier pour des choses que tu ne contrôles pas? Le problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu penses. Tu as fait du bonheur un objectif lointain, alors qu'en réalité, c'est une décision que tu prends tous les jours, ici, maintenant, au milieu du chaos, au milieu de la douleur, au milieu de tout ce que tu ne comprends pas. Si tu n'apprends pas à être bien au milieu de la tempête, tu ne le seras pas non plus lorsque le calme arrivera. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui n'a pas tourné comme tu le voulais, quelqu'un qui n'a pas fait ce que tu espérais. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. Et si tu ne le construis pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de dépendre du monde pour se sentir bien. Pour ceux qui ont déjà compris que continuer à attendre est une forme d'abandon. Ici, tu vas entendre ce que beaucoup ne veulent pas accepter, que tu peux être heureux même dans ton pire moment, si tu sais comment vivre de l'intérieur. Ce sont 10 leçons claires, pratiques, stoïciennes. Elles ne te promettent pas une vie parfaite. Elles t'apprennent à arrêter de te détruire pour ce que tu ne peux pas contrôler et à commencer à vivre avec force, avec clarté et avec pouvoir. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu n'auras besoin de rien d'autre pour retrouver ta paix, juste de toi. 1. Choisis de vivre le présent comme ta seule garantie. Imagine être dans une course les yeux bandés, courant vers un but dont personne ne t'a confirmé l'existence. C'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils poursuivent un demain idéal, comme s'il s'agissait d'une promesse signée, reportant leur paix, leur rire, leur tranquillité, leur vie, pour quelque chose dont ils ne savent même pas s'il arrivera. C'est le piège le plus courant. Penser que lorsque tout sera résolu, alors tu pourras respirer. Mais ce moment n'arrive jamais, il y a toujours quelque chose de plus, et pendant que tu attends, tu perds la seule chose réelle que tu as. Le présent. Tu es vivant maintenant. Pas dans un mois. Pas quand tu auras terminé tes études. Pas quand tu auras un partenaire, du succès ou de la stabilité. Le seul moment que tu as garanti est celui-ci. Et si tu n'apprends pas à être bien ici, tu ne le seras pas non plus là-bas. Parce que l'esprit qui reporte aujourd'hui reportera aussi demain. Dire « je serai heureux quand » est une condamnation. C'est une forme d'auto-sabotage élégant qui se déguise en espoir, mais qui en réalité t'anesthésie, t'affaiblit, te maintient immobile. Personne ne dit que c'est facile, mais c'est urgent. Apprendre à être présent n'est pas s'asseoir les yeux fermés, à respirer profondément comme si tout était magique. C'est apprendre à répondre avec conscience. C'est réaliser que ta réaction crée ton expérience, que le moment présent peut être dur, inconfortable ou défiante, mais il peut aussi être l'endroit où naît ta force. Tu n'as pas besoin que le présent soit parfait. Tu as besoin de l'accepter tel qu'il est et de l'utiliser pour grandir. Combien de fois as-tu perdu des journées entières en attendant le week-end? Combien de fois as-tu été avec quelqu'un en pensant à autre chose? Combien de fois as-tu vécu cette journée comme si c'était un brouillon, comme si le vrai chapitre commençait après? Mais ceci est déjà ta vie. Ceci n'est pas une répétition.
Tu ne t'entraînes pas pour autre chose. Tu n'es pas en pause, tu es en mouvement. Et si tu ne te réveilles pas, la réalité va t'échapper entre les doigts sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcisme le rend clair. Tout ce que tu as, c'est le moment que tu vis. Tout le reste est une illusion. Le passé ne peut plus être touché. L'avenir n'est pas garanti. Le seul outil avec lequel tu peux construire, transformer ou résister est le maintenant. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et tes pensées sont ici, pas là-bas. Ce que tu fais avec cet instant détermine ce que tu ressens, ce que tu crées, ce que tu es. Alors, commence maintenant, pas demain, pas quand tu en auras envie, pas quand tout sera clair. La clarté vient après l'action, pas avant. Choisis d'agir comme si c'était le seul moment qui te reste, parce que ça pourrait l'être. Et même si ce n'est pas le cas, tu en as besoin. Parce que reporter ta paix, c'est renoncer à ton pouvoir. Et tu n'es pas ici pour te rendre, tu es ici pour te réveiller. C'est ainsi que commence le vrai bonheur, sans condition. 2. Accepte que tout ce que tu ressens passera aussi. La douleur émotionnelle est comme une tempête qui semble éternelle quand tu es en plein milieu. Mais si tu restes immobile et que tu ne cours pas, si tu ne luttes pas contre le vent, si tu respires et observes simplement, tu découvres quelque chose de puissant. La tempête n'est pas venue pour rester, elle est venue pour passer. Mais beaucoup préfèrent lutter contre elle. Ils veulent qu'elle s'arrête maintenant. Ils veulent arrêter de ressentir. Ils veulent supprimer ce qui fait mal. Et dans cette résistance, ils créent plus de souffrance que nécessaire. Parce que l'émotion ne te détruit pas. Ce qui te brise de l'intérieur, c'est de vouloir qu'elle disparaisse avant l'heure. Nous vivons dans une société qui exige que tu ailles bien tout le temps. Souris, continue, avance, ne t'arrête pas, ne montre pas de faiblesse. Mais la vérité est que tu vas ressentir de la tristesse, de la colère, de l'anxiété et de la peur. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Ce qui te rend fort n'est pas de ne pas ressentir, c'est de comprendre que ce que tu ressens n'est pas permanent. Que chaque émotion est comme une vague. Elle monte, te touche, puis redescend. Ce que tu ne peux pas faire, c'est transformer cette vague en identité. Tu n'es pas ta tristesse, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ce que tu ressens aujourd'hui. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est comprendre que forcer la joie est une autre façon de te nier toi-même. Que vouloir accélérer le processus émotionnel ne fait que t'éloigner davantage de ton centre. Le stoïcien ne réprime pas, il observe. Il ne se noie pas, il reste ferme. Il sait que tout ce qui monte descend, que même la douleur la plus profonde perd de sa force avec le temps si tu ne la nourris pas avec des histoires mentales qui la maintiennent en vie. Et voici le problème, tu ne ressens pas seulement, tu interprètes ce que tu ressens. Tu te racontes que si tu es triste, c'est parce que quelque chose ne va pas en toi. Que si tu ressens de la peur, c'est parce que tu n'es pas assez fort. Mais ce n'est pas vrai. Ressentir est naturel. L'erreur est de rester coincé là parce que tu ne te donnes pas la permission de le laisser partir. Parce que chaque fois que tu répètes cette histoire de douleur, tu invites à nouveau la tempête. La véritable liberté émotionnelle n'est pas de ne ressentir que du bon. C'est de tout ressentir et de continuer à avancer. Savoir que ce qui pèse aujourd'hui, demain lâchera. Savoir que tu n'as pas besoin de résoudre tout au moment exact où quelque chose fait mal. Tu as juste besoin de respirer, d'attendre, d'observer. Parce qu'à la fin, tout ce que tu ressens passera aussi. Et quand cela arrivera, tu seras plus fort, plus conscient et beaucoup plus éveillé qu'avant. 3. Apprends à lâcher prise sans te perdre toi-même. S'accrocher à ce qui n'est plus, c'est comme porter un corps sans vie en espérant qu'il respire à nouveau. Tu continues à le traîner par peur, par habitude ou par attachement. Mais au fond, tu sais que c'est fini. Tu ne veux pas le lâcher parce que tu crois que lâcher prise, c'est perdre, alors qu'en réalité, lâcher prise, c'est te sauver. Mais peu de gens le comprennent. Ils préfèrent maintenir des liens brisés, des habitudes qui les consument ou des idées qui n'ont plus de sens, juste pour ne pas faire face au vide. Et c'est ainsi qu'ils se perdent,
non pas parce que les autres leur font du mal, mais parce qu'ils ont cessé de se soutenir eux-mêmes. On t'a appris que aimer, c'est endurer, que être loyal, c'est ne jamais partir, que lâcher prise, c'est abandonner. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Tu ne restes pas par amour, tu restes par peur. De te retrouver seul, de ne jamais retrouver quelque chose de semblable, de découvrir que ton identité était construite sur quelque chose qui n'existe plus. Et à cause de cette peur, tu t'oublies, tu t'éteins, tu te fragmentes, tu deviens une version de toi-même que tu ne reconnais plus. Le stoïcisme t'oblige à regarder la vérité en face. Rien ne t'appartient, rien ne dure éternellement. Toute relation, tout objet, tout état émotionnel, tout ce qui t'entoure aujourd'hui est sujet au changement. Et quand tu l'acceptes, au lieu de souffrir, tu respires. Parce que tu comprends que la douleur de lâcher prise est réelle, mais la liberté qui vient après l'est aussi. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une affirmation de pouvoir. C'est dire « je préfère perdre ceci que de me perdre moi-même ». Et le plus important, en lâchant prise, tu ne disparais pas. Tu te récupères, tu te réorganises, tu te vois plus clairement. Parce que tu ne tournes plus autour de quelque chose qui t'a dévié de ton centre. Lâcher prise n'est pas fermer les yeux et faire semblant que rien ne s'est passé. C'est ouvrir les yeux et reconnaître que tu ne peux plus continuer à donner ton énergie à ce qui t'épuise. Que ta loyauté doit d'abord être envers toi-même. Que si pour soutenir quelque chose, tu dois te briser à l'intérieur, alors ça ne vaut pas la peine. Tout ce qui est brisé ne doit pas être réparé. Tout ce qui est terminé n'a pas été une erreur. Tout ce qui a fait mal ne doit pas être conservé. Lâcher prise est aussi un acte d'amour envers toi, envers ce que tu as été, envers ce que tu peux devenir lorsque tu arrêtes de vivre accroché au passé. Parce que ce n'est que lorsque tu lâches prise que tu retrouves les mains libres pour construire quelque chose de nouveau. Et cette fois, à partir de ta vérité, pas de ta peur. 4. Cultive ta paix intérieure sans condition. Attendre que le monde soit calme pour avoir la paix est comme prétendre que la mer reste immobile pour pouvoir apprendre à nager. Ça ne fonctionne pas comme ça. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu te sentes à l'aise. Il y aura toujours du bruit, des conflits, des contradictions, des imprévus. Si ta paix dépend de ce que tout soit en ordre, alors tu seras toujours au bord de l'effondrement. Parce que quelque chose va toujours échouer. Quelque chose va sortir du plan. Quelqu'un va te décevoir. Beaucoup croient que la paix arrive quand la vie devient facile. Mais la vraie paix n'est pas le résultat de l'extérieur. C'est le résultat de ton entraînement interne. C'est une décision quotidienne, une pratique constante. Et il ne s'agit pas d'être calme tout le temps. Il s'agit de ne pas te perdre quand tout autour de toi se désordonne. La paix n'est pas un silence absolu. C'est un équilibre au milieu du bruit. Quand tu dépends de ce que tout aille bien à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur, tu deviens esclave des circonstances. Si la journée se passe mal, tu tombes. Si quelqu'un te parle mal, tu débordes. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu perds le contrôle. Et ce n'est pas la paix, c'est la fragilité émotionnelle. Le stoïcien ne cherche pas à ce que le monde s'adapte à lui. Il s'adapte à ce qui vient sans perdre son centre. Parce qu'il comprend que la seule stabilité réelle est celle qu'il construit en lui-même. Tu ne peux pas éviter les problèmes. Tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas éviter toutes les crises. Mais tu peux arrêter de donner le contrôle de ton état interne à tout cela. Chaque fois que tu réagis avec colère à ce que tu ne peux pas changer, tu perds. Chaque fois que tu cèdes ta tranquillité à ce qui t'échappe, tu t'affaiblis. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence consciente en toi. Il y a ceux qui passent leur vie à attendre que le monde change pour pouvoir respirer. Mais ce qui change ta vie n'est pas le monde, c'est toi, ta vision, ton focus, ta capacité à rester calme même quand tout semble brûler. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens gouverner tout ce que tu fais. La paix est un territoire qui se protège. On ne négocie pas,
On ne vend pas. On ne donne pas pour n'importe quoi. Le jour où tu comprendras que ta paix n'a pas besoin de la permission de l'extérieur, ce jour-là tu deviens invincible. Parce que tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne te brises plus, tu te renforces. Tu ne dépends plus, tu te gouvernes. Et là commence une nouvelle façon de vivre, plus ferme, plus libre, plus à toi. 5. Sois le gardien ferme de ton esprit. Ton esprit est comme une maison sans verrou. Si tu ne surveilles pas qui entre, n'importe qui peut s'installer. Opinions d'autrui, critiques, pensées négatives, peurs héritées, idées qui ne sont même pas les tiennes, mais qui dirigent déjà ta vie. Et le pire, c'est que si tu ne te rends pas responsable de cette porte, tu deviens l'hôte de ton propre chaos. L'extérieur frappe à la porte, mais c'est toi qui décides si tu le laisses entrer et combien de temps il reste. Si tu n'apprends pas à être le gardien de ton esprit, alors tu seras l'esclave de ce que tu n'as pas choisi. Beaucoup vivent avec l'esprit contaminé, non pas par malveillance, mais par négligence. Ils laissent le bruit du monde les définir, les erreurs du passé leur dicter qui ils sont, les peurs futures les paralyser. Et quand vient le moment d'agir, ils ne peuvent pas. Parce que ce qu'ils pensent les a réduits, leur a enlevé force, clarté et direction. Mais le plus dangereux n'est pas ce que tu penses, c'est que tu ne te rends pas compte que tu es en train de le penser. Le stoïcien comprend que son plus grand territoire est interne. Il ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais il peut choisir quel sens il lui donne. Tout ce qui arrive à ton esprit ne mérite pas ton attention. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Tout ce que tu ressens ne doit pas devenir une réaction. La vigilance mentale ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à choisir comment y répondre, à protéger ton énergie, ton focus, ta capacité à voir clairement quand tout semble confus. Et c'est là qu'intervient la discipline. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit si tu ne formes pas ton attention. Si chaque pensée négative devient ton maître, si chaque opinion d'autrui devient loi, si chaque impulsion devient une décision. Le premier acte de liberté réelle est de t'arrêter avant d'agir. Observer, questionner ce que tu penses. Te demander si cela te sert, si cela te définit, si cela t'élève ou te tire vers le bas. Si tu ne fais pas ce filtre, tu ne vis pas, tu réagis. Être le gardien de ton esprit ne signifie pas t'enfermer dans un positivisme forcé. Cela signifie avoir un esprit fort, stable, éveillé, qui ne vacille pas face à la moindre critique, qui ne se rend pas après une mauvaise journée, qui n'abandonne pas son chemin simplement parce que quelque chose n'a pas bien tourné. Cet esprit se construit au quotidien, avec des limites mentales claires, avec des pensées révisées, avec un focus conscient, parce que ce que tu tolères dans ton esprit devient ta réalité. Et si tu ne nettoies pas ce terrain, des mauvaises herbes pousseront là où il devrait y avoir de la clarté. Ton esprit peut être un temple ou un piège. Tu décides. Mais pour qu'il soit un temple, tu as besoin de présence. Tu as besoin de fermeté. Tu as besoin de prendre le contrôle et d'assumer que personne ne va prendre soin de ton monde intérieur pour toi. C'est ta responsabilité et aussi ton plus grand pouvoir. 6. Regarde les autres avec compassion, pas avec jugement. Voir le monde uniquement à travers ta propre blessure est comme regarder à travers un verre brisé. Tu déformes tout ce que tu vois et tu penses que les autres sont endommagés, alors qu'en réalité, tu projettes ce que tu n'as pas guéri. C'est la racine du jugement constant. Celui qui ne s'est pas arrêté pour s'observer juge pour ne pas regarder à l'intérieur. Critiquer devient une défense, un mécanisme pour ne pas se sentir si exposé, si vulnérable, si humain. Mais la vérité est la suivante. Tout le monde lutte avec quelque chose qu'il ne montre pas. Chaque personne qui semble froide a peut-être appris à se protéger ainsi. Chaque personne qui blesse a peut-être été blessée bien avant. Personne n'échappe à la douleur. Personne ne se forme dans une paix absolue. La plupart portent des traumatismes, des vides, des déceptions qu'ils n'ont pas su traiter.
Et quand tu ne sais pas gérer ta douleur, tu finis par blesser les autres ou par les repousser avec ta façon d'agir. Cela ne justifie pas le mal, mais cela te permet de le comprendre sans te détruire dans la tentative. Parce que si tu réagis avec jugement chaque fois que quelqu'un agit à partir de sa blessure, tu finis par te contaminer toi aussi. Tu t'empoisonnes en pensant que tu comprends, alors qu'en réalité tu ne fais que répéter le même schéma de rejet que tu critiques tant. Voir avec compassion ne signifie pas tolérer l'intolérable, cela signifie regarder au-delà du comportement et voir l'histoire qui l'a construit. Cela signifie reconnaître que tu as aussi échoué, que tu as aussi été quelqu'un de difficile pour les autres, et que nous avons tous, à un moment donné, fait partie du chaos de quelqu'un d'autre. Le stoïcien ne se croit pas supérieur en gardant le contrôle. Il devient plus humain, plus conscient, plus ferme dans la compréhension. Il comprend que juger est facile, mais comprendre nécessite de la force. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir intérieur. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour te protéger. Tu peux poser des limites sans haine. Tu peux t'éloigner sans mépris. Tu peux pardonner sans oublier. Et tu peux lâcher prise sans détruire. Parce que ce que tu penses des autres révèle aussi ce qui est en toi. Si tu vois tout le temps des erreurs, tu portes sûrement une auto-exigence brutale. Si tu vois tout le temps des menaces, peut-être que tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même. Et si tu cherches tout le temps des coupables, peut-être que tu n'assumes pas encore ta part. C'est pourquoi changer ton regard sur les autres est aussi une façon de guérir ta relation avec toi-même. Il ne s'agit pas de justifier tout le monde, il s'agit de ne pas te perdre dans la colère, de ne pas réagir impulsivement, de ne pas vivre avec le cœur durci parce que tu ne comprends pas. La compassion n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours dite, mais elle se ressent. Et quand tu l'appliques, tu libères du poids. Tu arrêtes de te battre avec le passé des autres. Et tu commences à vivre plus léger, plus libre et plus en paix avec toi-même. 7. Donne sans attendre, offre sans calculer. Donner en attendant quelque chose en retour, c'est comme semer une graine et exiger qu'elle fleurisse quand tu le souhaites. Il y a des gens qui aident, mais qui notent mentalement chaque faveur, qui offrent quelque chose, mais attendent qu'on le leur rende avec la même intensité, qui agissent par bonté, mais s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendaient, ils se frustrent, s'éloignent ou reprochent. Et là, il n'y a pas de générosité. Il y a une transaction déguisée en vertu. Ce qui est vraiment précieux, ce n'est pas de donner quand cela t'arrange, c'est de donner sans attache. Donner sans tenir compte. Donner parce que tu comprends que ce que tu donnes consciemment ne se perd pas, même si cela ne revient pas. Parce que l'acte de donner authentiquement n'est pas pour contrôler, c'est pour libérer. Te libérer de l'ego, de l'orgueil, du besoin d'approbation. Parce que quand tu donnes sans attendre, tu n'es pas déçu, tu ne t'épuises pas, tu ne t'empoisonnes pas avec de fausses attentes. Mais cela ne signifie pas que tu dois être naïf. Cela ne signifie pas que tu dois tout donner à tout le monde. La générosité a aussi besoin de limites. Tu ne peux pas te vider pour remplir celui qui ne veut pas recevoir. Tu ne peux pas donner ton énergie si de l'autre côté, il n'y a que du vide. La clé est dans l'équilibre. Donner avec intention, pas par nécessité. Offrir à partir de ton abondance intérieure, pas à partir du manque émotionnel. Le stoïcisme ne s'oppose pas à la générosité, au contraire, il la valorise profondément. Mais il la guide avec sagesse. Il ne te demande pas de te sacrifier, mais d'agir à partir de la vertu. Pas comme quelqu'un qui se vide pour l'approbation, mais comme quelqu'un qui donne à partir de sa vérité. Parce que donner consciemment est aussi un acte de pouvoir. C'est savoir que ta valeur ne diminue pas quand tu partages. C'est comprendre que ton énergie bien dirigée peut avoir un impact, même si elle n'est pas reconnue. Quand tu donnes sans calculer, tu te libères du ressentiment. Tu ne sens plus que tu as perdu ton temps. Tu ne vois plus les autres comme des débiteurs émotionnels. Tu ne te mets plus en colère parce qu'ils ne t'ont pas remercié, parce qu'ils n'ont pas répondu de la même manière, parce qu'ils n'ont pas fait ce que tu attendais, parce que tu l'as fait pour toi, pas pour eux.
Et ce qui naît de toi te renforce, même si personne ne le voit. La vraie générosité ne se mesure pas par ce que tu donnes, mais par ce que tu n'attends pas. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin d'être rappelé, tu n'as pas besoin qu'on te le rende. Parce que tu as déjà gagné en agissant avec cohérence. Tu as déjà grandi en lâchant prise. Tu as déjà guéri en ne conditionnant pas ta valeur à la réponse de l'autre. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de donner par pression, par peur ou par manipulation. Tu commences à donner par choix, pour la paix, pour la cohérence. Parce que ce que tu donnes au monde en dit plus sur toi que sur celui qui le reçoit. Et si tu le donnes en toute liberté, alors tu ne perds jamais. Tu ne fais que te renforcer, devenir plus conscient, plus toi. 8. Remercie avant de demander plus. Vivre sans gratitude, c'est comme respirer de l'air pur et se plaindre parce qu'il n'a pas de parfum. Le problème n'est pas qu'il manque quelque chose, le problème est que tu ne vois pas ce que tu as déjà. La plupart des gens marchent les yeux fixés sur ce qui leur manque, sur ce qui n'arrive pas, sur ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Et à chaque nouveau désir, ils oublient ce qui fait déjà partie de leur vie. Ils sont tellement habitués à avoir un toit, de la nourriture, de l'affection, la santé, des opportunités, que tout cela devient invisible. Ils ne remarquent son absence que lorsqu'ils la perdent. Le monde actuel t'entraîne à toujours vouloir plus. Il te fait te sentir incomplet. Il te lance l'idée que quand tu obtiendras cette chose, alors tu te sentiras comblé. Mais cette plénitude est un mirage. Parce que quand tu arrives enfin, tu penses déjà au prochain objectif. Rien n'est suffisant. Rien ne suffit. Parce que tu n'as pas appris à regarder avec les yeux du présent. Parce qu'on ne t'a pas appris à être reconnaissant, seulement à poursuivre. La gratitude n'est pas un acte religieux ni une phrase cliché. C'est une façon de se réveiller. Quand tu es reconnaissant, tu te reconnectes à la réalité d'une autre perspective. Tu ne vois plus la pénurie, tu vois l'abondance. Tu ne vois plus le manque, tu vois les possibilités. Tu ne vis plus de la plainte, mais de l'appréciation. Et il ne s'agit pas de nier ce qui manque, il s'agit de ne pas permettre que cela obscurcisse ce qui existe déjà. Le stoïcisme enseigne que ce que tu as aujourd'hui aurait pu ne pas t'être donné. Que respirer, marcher, penser, ressentir, aimer, tout cela est fragile. Tout cela peut changer à tout moment. C'est pourquoi on ne le tient pas pour acquis. On le valorise, on l'honore. Et cela commence par s'arrêter, observer et dire à voix basse « c'est déjà suffisant ». Non pas parce que tu te contentes, mais parce que tu reconnais que vivre dans la gratitude te donne du pouvoir. Cela te centre. Cela te rend la clarté. Celui qui est reconnaissant n'est pas aveugle à ce qu'il veut améliorer. Mais il le fait à partir d'un état différent. Il n'est plus vide, il ne supplie plus, il n'exige plus. Il demande « oui », mais avec la conscience qu'il a déjà beaucoup. Il agit « oui », mais avec le calme de celui qui sait qu'il ne lui manque pas tout. Il construit juste plus. La gratitude réduit l'anxiété, elle renverse la comparaison, elle te libère de la pensée constante que tu es en retard, que les autres sont en avance, que tu devrais être quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'écrire une liste chaque matin et de répéter des phrases sans sens. Il s'agit de changer la narration interne, de reconnaître ce qui est là, de te sentir complet même au milieu du processus. Et quand tu remercies avant de demander, ton énergie change. Tu ne m'en dis plus les résultats, tu les travailles à partir d'une base solide. Parce que ce que tu valorises grandit. Et si tu apprends à être reconnaissant maintenant, même avant d'obtenir ce que tu cherches, alors tu auras déjà gagné quelque chose que beaucoup n'atteignent jamais, la paix avec le moment présent. 9. Tout ce que tu attends du monde commence par toi. Attendre que le monde change sans changer toi-même est comme crier à un miroir pour qu'il sourie en premier. Il y a ceux qui exigent du respect sans se respecter eux-mêmes, qui demandent de l'amour sans s'aimer, qui réclament la paix tout en provoquant la guerre en eux-mêmes. Ils sont frustrés par la façon dont ils sont traités, par ce qu'ils ne reçoivent pas, par l'injustice de tout. Mais ils ne s'arrêtent pas pour regarder ce qu'ils projettent. Parce que tout commence par toi. Ce que tu sèmes en toi, tu l'émets. Ce que tu tiens dans ton esprit, tu le reflètes.
Et ce que tu fais avec toi-même se filtre dans chaque relation que tu as. Beaucoup répètent qu'ils veulent un monde meilleur, mais ils continuent à nourrir la critique, la rancœur, l'impatience. Ils disent vouloir des liens sains, mais ils continuent à jouer avec leurs propres limites. Ils disent vouloir de l'authenticité, mais ils se cachent derrière des masques pour plaire. Ils disent vouloir la paix, mais ils ne lâchent pas ce qui les empoisonne. Et c'est là le point aveugle. Ils prétendent une transformation collective sans une transformation personnelle. Ils veulent que les autres changent, mais ils ne se rendent pas responsables de l'énergie qu'ils portent. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Le premier devoir est envers toi-même. Avant d'essayer de corriger le monde, mets de l'ordre en toi. Avant d'exiger de la cohérence, pratique la tienne. Avant de vouloir que les autres te comprennent, travaille à te comprendre. Le changement commence quand tu décides d'arrêter de pointer du doigt et commences à agir à partir de ce que tu choisis de représenter. Si tu veux plus de respect, sois respectueux. Si tu désires des relations sincères, arrête d'agir avec deux visages. Si tu cherches du soutien, deviens quelqu'un de fiable, non pas comme stratégie pour obtenir, mais comme mode de vie. Quand tu adoptes cette posture, tout change. Tu ne te sens plus constamment victime de l'extérieur. Tu ne donnes plus ton pouvoir en attendant que les autres le valident. Tu commences à vivre à partir de l'auto-responsabilité, à partir de la conscience que tu ne peux pas changer le monde entier, mais que tu peux changer ton monde. Et ce changement interne est la seule chose qui a vraiment un impact. Au début, cela peut sembler inutile, que tu es celui qui donne plus, qui comprend plus, qui agit avec plus de maturité. Mais avec le temps, cette façon d'être dans le monde crée une réelle différence. Peut-être pas pour tout le monde, mais certainement pour ceux qui sont capables de raisonner avec toi. Et le plus important, cela crée un changement profond en toi, parce que tu ne dépends plus. Tu ne demandes plus la permission, tu n'attends plus, tu agis. Tu ne peux pas exiger ce que tu n'es pas prêt à offrir. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de réclamer et tu commences à construire. Non pas pour être reconnu, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que c'est le genre d'être humain que tu décides d'être. Et c'est cela qui transforme, non pas le discours, mais l'exemple, non pas ce que tu attends des autres, mais ce que tu oses incarner toi-même en premier. 10. Transforme tes blessures en racines de croissance. Une fissure dans la terre peut sembler être une fracture, mais elle peut aussi être l'endroit exact où quelque chose de nouveau germe. C'est ainsi avec les blessures. Beaucoup les voient comme la fin, comme des marques qui affaiblissent, comme des cicatrices qui devraient être cachées. Mais ce qui n'est pas assez dit, c'est que certaines des personnes les plus sages, les plus profondes et les plus fortes qui existent ont été façonnées par la douleur. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elles ont appris à l'utiliser. Elles ne l'ont pas niée, elles l'ont transformée. Il y a ceux qui passent leur vie à essayer d'effacer leur passé, à nier ce qu'ils ont vécu, à ignorer ce qui leur a fait mal. Et dans cette tentative, ils ne s'éloignent pas seulement de leurs blessures, ils s'éloignent aussi d'eux-mêmes. Parce que chaque douleur non résolue continue de parler sous forme de peur, de colère, de méfiance. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, il s'agit d'arrêter de permettre qu'elle te définisse. Parce que tes blessures ne sont pas ton identité, elles font partie du processus. Elles sont le terrain sur lequel tu peux choisir de grandir ou de rester stagnant. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas souffrir, il te dit de ne pas rester là, de ne pas permettre qu'une expérience t'enferme, de ne pas utiliser ton passé comme excuse pour continuer à agir à partir de la faiblesse. Chaque expérience difficile t'a montré quelque chose. Peut-être que tu ne l'as pas vu sur le moment. Peut-être que ce n'était pas juste. Mais maintenant, tu as l'opportunité de décider ce que tu fais avec ça. Tu peux répéter l'histoire, ou tu peux briser le schéma. Tu peux continuer à saigner pour la même chose, ou tu peux utiliser cette blessure comme point de départ. Transformer la douleur ne signifie pas oublier. Cela signifie le regarder en face et en tirer une leçon. Cela signifie te rendre compte que tu peux parler de ce qui t'est arrivé sans que ta voix ne se brise. Que tu peux regarder en arrière sans retomber.
que tu peux utiliser ce qui t'a brisé comme un outil pour construire quelque chose de plus solide. Parce que quand tu guéris, tu ne cesses pas seulement de souffrir, tu deviens aussi plus conscient, plus compatissant, plus réel. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Et cela commence par une décision. Arrêtez d'utiliser la blessure comme excuse et commencez à l'utiliser comme racine. Racine de caractère, de conscience, de profondeur. Parce que ce qui t'a fait toucher le fond peut aussi te donner la force de t'élever. Si tu le choisis, si tu y travailles, si tu le transformes. Beaucoup portent leurs blessures comme des chaînes. Tu peux les transformer en fondation. Tu peux décider que chaque douleur t'enseigne quelque chose, que chaque perte te donne de la clarté, que chaque chute te forme, non pas par fierté mais par évolution, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu décides de faire avec. Et si tu choisis de grandir à partir de là, alors rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Tout était préparation, tout te forgeait, tout construisait la version la plus consciente et la plus forte de toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On dit que le poison le plus puissant n'est pas lancé, il est gardé en silence, comme la glace qui ne fait pas de bruit quand elle coupe, mais qui gèle jusqu'aux os. Ta réponse doit être la même lorsqu'on te brise émotionnellement. Froide, sereine, mortelle, mais invisible. Parce que celui qui voulait te voir traîner ne supporte pas que tu restes debout sans dire un mot. Nous ne sommes pas ici pour parler de vengeance bon marché ou de cris vides. C'est pour ceux qui n'ont pas de contrôle. Ici, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus inconfortable pour celui qui t'a fait défaut, ton évolution. Ta capacité à ne pas tomber dans son jeu, de ne pas offrir le spectacle qu'il attendait. Parce que lorsque tu réponds avec du drame, tu lui donnes le prix qu'il cherchait. Mais quand tu te tais, quand tu continues à grandir sans regarder en arrière, tu lui arraches tout le pouvoir qu'il croyait avoir sur toi. Je te le dis clairement, il n'y a pas de douleur plus profonde pour celui qui a essayé de te blesser que de voir qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas pu te détruire, qu'il n'a pas été assez valable pour recevoir ta réaction. Parce que le silence punit, l'indifférence désarme, et ton progrès est le coup qu'il ne pourra jamais esquiver. Et oui, cela s'entraîne, parce qu'il n'est pas facile de regarder en face celui qui t'a fait défaut et de ne rien dire. Il n'est pas facile de partir sans explication, sans scène, sans revanche, mais c'est précisément dans cette retenue, dans ce self-control qui brûle mais ne déborde pas, où réside le véritable pouvoir. Ce pouvoir stoïcien qui ne réagit pas, qui ne se traîne pas, qui n'a pas besoin de mots pour laisser une trace. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer 8 leçons réelles, applicables, quotidiennes, pour que tu ne te rabaisses plus jamais au niveau de celui qui voulait te voir détruit. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta meilleure réponse sera ton absence, ton succès et ton silence. Et ça, c'est quelque chose que personne n'est préparé à supporter avec force. 1. Choisis l'indifférence consciente comme ta meilleure réponse. Il y a des tempêtes qui se nourrissent du vent. Si tu ne souffles pas, elles s'éteignent d'elles-mêmes. C'est ainsi que fonctionnent les gens qui cherchent à te faire du mal. Ils lancent leurs attaques en attendant ta réaction, ton drame, ton débordement, parce que c'est ce dont ils ont besoin pour se sentir puissants. Mais lorsque tu choisis de ne pas répondre, lorsque tu décides de ne pas bouger, de ne pas te briser, de ne pas rendre le coup, tout leur pouvoir s'évapore. Et c'est là que la véritable force se manifeste, non pas comme un cri, non pas comme une vengeance, mais comme une indifférence si ferme, si sereine, qu'elle devient humiliante pour celui qui la reçoit. Répondre avec indifférence ne signifie pas que tu n'as pas souffert. Il ne s'agit pas de nier le mal, il s'agit de regarder le coup, de le reconnaître, et malgré tout, de décider de ne pas donner à l'autre le plaisir de te voir traîner. C'est du pouvoir, c'est du contrôle. C'est avoir une volonté plus grande que ton orgueil blessé. Parce que n'importe qui peut insulter, n'importe qui peut réagir, mais tout le monde ne peut pas se contenir et regarder de haut celui qui tente de le provoquer. La plupart tombent. Tu ne seras pas l'un d'eux. L'indifférence consciente consiste à choisir de ne pas participer au jeu émotionnel que l'autre te propose.
C'est le regarder sans haine, sans désir de vengeance, sans envie d'expliquer quoi que ce soit. Et dans ce geste froid, calme, contrôlé, tu le laisses nu, sans armes, sans effet. Parce que peut faire quelqu'un qui ne cherche que de l'attention lorsque tu lui enlèves précisément cela? Que peut faire quelqu'un qui cherchait une réaction si tu lui donnes le silence? Il est déconcerté, il se brise, et cela sans que tu aies bougé le petit doigt. Ce type de réponse est si puissant que beaucoup de gens ne savent pas comment le supporter. Parce que tu ne réagis pas seulement, tu montres que tu es en paix, que tu n'as pas besoin de clore quoi que ce soit, que tu n'attends pas d'excuses, que tu ne cherches pas à être compris. Tu continues simplement ton chemin. Et ce geste, aussi petit soit-il, est un coup de réalité pour celui qui pensait avoir un quelconque pouvoir sur toi. Parce que ton silence lui montre qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a plus de lien, qu'il a cessé d'être important. Mais attention, ne confonds pas l'indifférence avec la répression. L'indifférence consciente n'est pas avaler tout et prétendre que rien ne se passe. C'est te donner l'espace intérieur pour traiter ce que tu as vécu, le guérir de l'intérieur et décider qu'il ne mérite plus d'énergie de ta part. Que tu ne vas pas laisser cette personne continuer à te contrôler à partir de ta colère, parce que c'est aussi une forme de manipulation. Tant que tu réagis, tu restes sa marionnette émotionnelle. Mais quand tu décides que non, quand tu choisis le calme, le respect de toi-même et la distance émotionnelle absolue, tu récupères tout ton pouvoir. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, ne pense pas à ce que tu pourrais lui dire. N'écris pas ce message. Ne cherche pas à conclure l'histoire avec une phrase intelligente. Ne réponds tout simplement pas. Ne participe pas. Choisis le chemin de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que celui qui est bien avec lui-même ne cherche pas de guerre. Et c'est ce qui fait le plus mal. Que tu ailles bien. Que tu te sois rétabli. Que tu t'en fiches. Fais de cette indifférence ton bouclier, non pas comme un mur qui bloque, mais comme une présence si solide, si paisible, que personne ne peut la perturber, parce que c'est la punition la plus élégante, la plus douloureuse et la plus difficile à accepter pour celui qui voulait te faire du mal. Qu'il n'y parvienne pas, qu'il n'ait aucun effet, que tu aies choisi ta paix au-dessus de son chaos. 2. Disparaître sans adieu ni justification. Quand un feu a déjà tout consumé, tout ce qu'il reste, c'est la fumée. Et la fumée ne discute pas, ne se plaint pas, n'explique pas. Elle s'élève simplement et s'en va. C'est ainsi que tu dois partir de certains lieux, de certains liens, de certaines dynamiques qui t'ont blessé. Sans spectacle, sans annonce, sans besoin que l'autre comprenne. Parce que la vérité est que celui qui t'a blessé a déjà pris sa décision. Et tu n'as pas besoin de justifier la tienne. Disparaître n'est pas une fuite, c'est un acte de clarté, de réaliser que rester au même endroit ne fait qu'étendre le mal, et que tu n'as aucune obligation de t'expliquer à celui qui n'a pas eu la moindre considération pour te protéger. Il y a des sorties qui ne nécessitent pas de porte, juste une décision, juste du silence. Et disparaître ainsi, sans drame, sans adieu, est beaucoup plus puissant que n'importe quel affrontement. La plupart des gens cherchent à clore les cycles en parlant, en demandant des explications, en essayant de faire voir à l'autre ce qu'il a fait de mal. Mais en réalité, c'est une façon de rester attaché. Parce que tant que tu cherches à ce que l'autre comprenne, tu as encore besoin de quelque chose de lui, que ce soit de la reconnaissance, du regret ou simplement de l'attention. Et c'est là que tu perds ton pouvoir. Parce que celui qui a besoin que l'autre réagisse n'a pas encore tout lâché. Disparaître sans explication, c'est assumer que tu ne recevras plus rien de ce lien. Qu'il n'y a pas d'excuse qui puisse guérir, pas de mots qui puissent effacer ce qui a déjà été fait. C'est arrêter de regarder dans cette direction. C'est comprendre que rester présent est une faveur que tout le monde ne mérite pas. Parce que ta présence a de la valeur. Ton énergie, ton temps, ton attention, tout cela est de l'or, et celui qui n'a pas su le voir ne mérite pas une seconde chance. Mais ce type de sortie ne se fait pas avec rancœur.
Elle n'est pas faite pour punir, ni pour faire se sentir mal l'autre. Elle est faite par respect pour soi-même, parce que rester pour expliquer serait te rabaisser, serait essayer de convaincre quelqu'un qui t'a déjà montré qu'il n'est pas prêt à comprendre. Ne gaspille pas ta voix sur des oreilles sourdes, ne donne pas tes émotions à celui qui n'a su que les briser. Quand tu pars, fais-le avec élégance, avec dignité, sans préavis, sans drame, sans laisser de miettes de contact pour plus tard. Ne bloque pas par impulsion, ni n'efface avec colère. Lâche simplement. Retire ton énergie, ton temps, ton intérêt. Et laisse le silence parler. Parce que dans ce vide, l'autre devra affronter quelque chose de beaucoup plus fort que tes mots, sa propre conscience. Et oui, il peut y avoir des moments où tu seras tenté de revenir, d'envoyer ce dernier message, de dire ce que tu gardes encore. Mais souviens-toi de ceci. Si tu dois t'expliquer pour être valorisé, tu es déjà au mauvais endroit. Tu n'es pas là pour supplier de la compréhension. Tu es là pour te donner la place que tu mérites, même si cela signifie disparaître sans un mot. Pas tout le monde saura gérer ton absence. Certains s'en rendront compte tard, d'autres feront semblant de ne pas s'en soucier. Mais la vérité se ressent. Et tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta paix sera ta preuve, ta disparition, ta réponse. Parce que parfois, le plus fort que tu peux faire n'est pas de crier ce que tu ressens, mais simplement de partir sans dire un mot, et de ne jamais revenir. Alors, quand ce moment viendra, n'hésite pas. Ferme la porte calmement, mais ne la ferme pas bruyamment. Ferme-la avec silence, avec présence, avec la certitude que tu n'as pas besoin d'être compris par celui qui n'a pas su te valoriser. Et continue à marcher. Parce que celui qui part avec dignité, même s'il part en silence, part toujours gagnant. Toujours. 3. Fais de ton succès la réponse qui n'a pas besoin de mots. Un arbre ne discute pas avec ceux qui ont douté de sa graine. Il pousse simplement. Et pendant qu'il grandit, son ombre devient impossible à ignorer. C'est ainsi que doit être ton chemin après le dommage. Silencieux, solide, inarrêtable. Car il n'y a pas de réponse plus claire, plus douloureuse et plus élégante qu'une vie bien construite, malgré tout ce qu'ils ont essayé de démolir. Qu'il soit évident que tu as été blessé, oui, mais que tu as aussi su guérir et continuer, que ça a fait mal, mais que ça ne t'a pas arrêté, qu'ils ont essayé de te briser, et toi, tu as choisi de te reconstruire en silence. La plupart pensent que le succès est fait pour être montré, pour le lancer comme une vengeance ou l'utiliser comme une revanche. Mais le véritable succès stoïcien est celui qui n'a pas besoin d'être crié. Ce n'est pas une exhibition, c'est une conséquence. Une conséquence d'avoir décidé de ne pas se traîner dans la boue émotionnelle que d'autres t'ont offerte. Car celui qui avance sans rancœur, qui continue sans regarder en arrière, qui grandit sans besoin de prouver, finit par atteindre un niveau que les autres ne peuvent pas atteindre. Et ça fait mal, beaucoup plus que n'importe quelle insulte. Car pendant que l'autre attend ta chute, tu montes. Pendant qu'il veut te voir pris dans le drame, tu crées. Pendant qu'il cherche ton attention, tu es concentré sur ton processus. Et c'est là que tout son contrôle se brise. Car il n'a plus d'influence, il n'a plus ton énergie, il ne peut plus te blesser. Tu lui as arraché la seule arme qu'il avait, ta réaction. Le succès silencieux est la conséquence d'un chemin solide, plein de discipline, de concentration, de décisions difficiles. Ce n'est pas de la chance, c'est un travail interne, c'est canaliser la douleur, non pas pour se venger mais pour se construire. Et ce type de succès, celui qui naît de la blessure mais ne se tache pas de haine, est le plus puissant de tous. Car il parle pour toi sans que tu ouvres la bouche. Car l'autre le voit, le ressent et comprend sans que tu aies à expliquer quoi que ce soit. Il y a une vérité brutale que peu de gens veulent accepter. Celui qui t'a le plus blessé est celui qui veut le moins te voir bien. Non pas par méchanceté directe, mais parce que ton bien-être lui rappelle son manque. Il lui rappelle qu'il n'a pas pu te contrôler. Il lui rappelle que tu n'es plus contrôlable. Et quand au lieu de vengeance, tu lui offres de la croissance, quand au lieu de réclamation, tu lui offres de l'évolution, tu le laisses sans outils, sans armes. Car on ne peut pas attaquer celui qui n'est plus sur le même plan.
C'est pourquoi, chaque fois que tu doutes de toi, chaque fois que tu as envie de répondre, de réclamer, de te faire remarquer, souviens-toi de ceci. Rien ne blesse plus celui qui t'a sous-estimé que de voir que tu n'as rien eu besoin de lui pour y arriver. Ton succès parle, ton calme aussi. Ton progrès crie des vérités que ta bouche n'a pas besoin de prononcer. Et cela est plus fort que n'importe quelle réponse directe. Il ne s'agit pas de montrer une vie parfaite. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'avancer, de grandir à l'intérieur, d'améliorer tes habitudes, tes relations, tes décisions, de prendre soin de ton énergie, de ne pas laisser le passé dicter ton présent. Car quand tu vas bien, quand tu es vraiment en paix, tous ceux qui voulaient te voir mal sont déconcertés. Et le meilleur de tout, c'est que tu n'as pas à le dire, juste à le vivre. Fais de chaque pas une affirmation, de chaque réussite, une réponse sans signature, de chaque amélioration, un signe que personne n'a pu te détruire. Car au final, le succès ne se crie pas, il se remarque. Et quand il se remarque sans effort, sans besoin de prouver, il devient irréfutable. Et ça tout le monde ne peut pas le supporter. 4. Transforme le silence en ta plus grande stratégie. Un couteau n'a pas besoin de faire du bruit pour couper. Sa lame ne crie pas, sa lame agit. Ton silence doit être ainsi, non pas comme un vide, non pas comme une absence sans sens, mais comme une stratégie polie, intentionnelle, aiguisée. Car celui qui sait se taire au bon moment, qui sait contenir ses mots et diriger son énergie vers l'intérieur, a plus de contrôle que celui qui crie pour être entendu. Le silence, lorsqu'il est choisi avec intention, n'est pas passivité, c'est du pouvoir. Le problème est que la plupart ne comprennent pas le silence. Ils l'interprètent comme une faiblesse, comme une peur, comme un manque d'arguments. Mais ils ne savent pas qu'un silence ferme cache un esprit qui n'est plus disposé à donner son énergie. Car tu n'as pas besoin de parler à celui qui n'est pas prêt à écouter. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qui aurait déjà dû être compris par les faits. Le silence apparaît lorsque tu te rends compte que tout mot supplémentaire est inutile, voire contre-productif. Transformer ton silence en stratégie ne signifie pas te réprimer. Cela signifie faire une pause consciente. Cela signifie laisser de l'espace pour que l'autre entende l'écho de ses actions sans que tu aies à le traduire. Car celui qui fait du mal attend une réaction. Il attend de la colère, des larmes, du désespoir. Mais quand tout ce qu'il reçoit est ton calme absolu, il commence à entendre quelque chose de plus puissant que n'importe quelle insulte, le vide émotionnel qu'il a laissé en toi. Et ce vide n'a pas besoin d'être rempli de discours. Il se remplit de distance, de clarté, de direction, de pas en avant. Car le silence bien utilisé en dit beaucoup. Il dit « j'ai compris, j'ai vu, j'ai décidé ». Et celui qui est de l'autre côté le perçoit. Il n'a pas besoin qu'on le lui crie. Il le ressent dans la façon dont tu ne réponds plus de la même manière, dans la façon dont tu ne justifies plus rien, dans la façon dont ta présence est devenue rare, sélective, distante. Le silence n'est pas toujours remarqué par ce qui manque, mais par ce qu'il cesse de permettre. Il y a des moments où parler serait te rabaisser, où expliquer serait donner à l'autre une justification qu'il ne mérite pas. Et c'est là que ton silence devient un bouclier, car tu ne fuis pas, tu te protèges, tu n'évites pas le conflit, tu choisis de ne pas nourrir une guerre qui ne t'appartient plus. C'est la différence entre se taire par peur et se taire par sagesse. De plus, le silence est inconfortable. Il réveille les insécurités chez ceux qui sont habitués à avoir ton attention. Il les oblige à se poser des questions, à imaginer des réponses. Et cette incertitude pèse plus que n'importe quelle réclamation. Car lorsque tu cesses de parler, l'autre doit parler avec lui-même. Et là, dans cette conversation interne, apparaissent les vrais jugements. Non pas ceux que tu lances, mais ceux que sa propre conscience lui murmure. Utilise-le comme partie de ta transformation. Non pas pour te cacher, mais pour te construire, pour t'écouter davantage, pour penser clairement, pour décider à partir de la paix et non de la blessure, car le silence est aussi une forme de présence. Tu n'es pas absent, tu es présent avec un but. Tu observes, tu comprends,
Et quand tu le juges nécessaire, tu fais simplement un pas de côté, sans avertissement, sans bruit, sans scène. Et si jamais on te demande pourquoi tu n'as pas répondu, pourquoi tu n'as rien dit, la réponse est simple, ce n'était pas nécessaire. Car ton silence a été plus percutant que 1000 mots. Et celui qui ne l'a pas compris n'aurait pas non plus compris ton explication. Apprends à le maîtriser, à l'utiliser, à le transformer en partie de ta force. Car celui qui sait se taire à temps, qui transforme son silence en épée, ne sera jamais manipulé. 5. Fais de ton mépris élégant ton bouclier impénétrable. Un miroir propre ne retient pas la poussière qui tombe dessus. Il la reflète un instant puis la laisse tomber. Il ne lutte pas, il ne se salit pas, il ne s'altère pas. Ainsi doit être ton attitude face à celui qui a tenté de te blesser. Ne pas lutter, ne pas te justifier, ne pas essayer de corriger ce qui est pourri dès l'origine. Simplement refléter avec froideur, avec distance, avec élégance, que cette personne n'a plus de pouvoir sur toi. Que ses paroles, ses actes et sa présence ne franchissent plus ton armure émotionnelle. Car lorsque le mépris est silencieux, lorsqu'il n'a pas besoin de s'expliquer ni de s'exprimer, il devient un bouclier impossible à briser. Mais attention, nous ne parlons pas de haine. La haine est un piège. C'est une forme déguisée de rester lié. Si tu hais, tu te soucies encore. Si tu hais, tu es encore affecté. Le vrai mépris est autre chose. C'est une coupure nette. C'est ne pas haïr, mais ne pas non plus se souvenir avec affection. C'est avoir arraché le lien à la racine, sans besoin de vengeance, sans besoin de prouver sa supériorité. Tu t'es simplement éloigné. Tu as simplement cessé de répondre. Tu as simplement cessé de considérer. Et cela, à l'intérieur, se ressent comme une victoire silencieuse. Le mépris élégant, c'est savoir avec qui tu ne te réassierais jamais. C'est ne pas ouvrir la porte, non pas parce que tu gardes rancune, mais parce que tu n'as plus de temps ni d'intérêt pour celui qui n'a pas su te valoriser. C'est le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin d'expliquer à quiconque pourquoi tu n'es plus disponible. Parce que ce qui a été brisé, ce n'est pas seulement la relation, c'est le respect qui a été brisé. Et quand cela se brise, on ne négocie pas, on n'essaie pas de réparer, on laisse derrière soi. Parfois, les gens s'attendent à ce que tu réagisses avec des larmes ou des cris, parce que cela leur confirme qu'ils ont encore du poids dans ta vie. Mais quand tu te montres indifférent, froid, impassible, quelque chose en eux se brise, parce qu'ils ne peuvent pas lire ton silence, ils ne comprennent pas ton calme, ils ne supportent pas ta distance. Le mépris élégant n'est pas une performance, c'est une décision. C'est arrêter de regarder là où il n'y a plus rien pour toi. C'est ne pas retourner à l'endroit où tu as été blessé. Non pas par orgueil, mais par dignité. Il y a des gens qui, par habitude ou par ego, pensent qu'ils auront toujours accès à toi. Et si tu ne fixes pas la limite, ils continueront à frapper à la porte chaque fois que cela leur conviendra. C'est pourquoi ton mépris ne doit pas crier. Il doit être définitif. Il doit se faire sentir. Il doit être une fermeture si claire qu'elle n'autorise même pas la tentative d'une seconde entrée. Parce que chaque fois que tu ouvres une fente, tu montres que ta paix est négociable. Et c'est une erreur qui se paie cher. Transformer ce mépris en bouclier, c'est protéger ton énergie. C'est comprendre que tu n'as pas à participer à chaque histoire brisée, que tout le monde ne mérite pas une explication, que celui qui trahit ta confiance ne mérite pas une autre chance de le faire à nouveau. Et oui, au début, cela peut sembler dur. Tu peux même te sentir coupable. Mais c'est une partie du processus. Apprendre à lâcher prise avec fermeté, à fermer sans drame, à continuer sans permission, parce que tu n'es pas fait pour te vautrer dans la boue émotionnelle de celui qui n'a pas su te voir. Tu es fait pour avancer avec calme, avec force, avec une présence si claire que ta simple distance dérange, que ton absence se remarque, que ton mépris n'ait pas besoin de crier pour faire mal, parce que celui qui est capable de regarder en face et de continuer son chemin n'est plus disponible pour les jeux. Et cela, même si tu ne le dis pas, se ressent, se remarque, se respecte et surtout se craint. 6. Maîtrise ton esprit avant que l'autre ne te contrôle.
Une cage n'a pas besoin de barreaux physiques lorsque l'esprit est déjà piégé. Il suffit d'une émotion mal gérée pour que la liberté disparaisse. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir de celui qui t'a blessé émotionnellement. Il n'a pas besoin d'être présent, de te parler, de te toucher. Il lui suffit de savoir qu'il continue à vivre dans ta tête, se répétant dans ta mémoire, contrôlant ton humeur à distance. C'est pourquoi le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et maîtriser ton esprit est la façon la plus définitive de rompre tout lien qui te retient encore. Il y a une vérité inconfortable que peu osent regarder. Nous souffrons souvent non pas de ce qui s'est passé, mais de ce que nous continuons à revivre. Par les pensées que nous ne lâchons pas, par la colère que nous continuons à nourrir en silence, par les histoires que nous répétons encore et encore, comme si repasser le dommage pouvait nous rendre justice. Mais cette répétition ne fait que renforcer l'agresseur. Chaque fois que tu penses à ce qu'il t'a fait, tu lui donnes une place dans ton présent. Et celui qui vit dans ton esprit, même s'il est loin, continue à avoir du pouvoir sur toi. Maîtriser ton esprit ne signifie pas nier ce que tu ressens. Cela signifie le reconnaître sans te laisser emporter. C'est te permettre de ressentir sans perdre le contrôle. C'est observer ta réaction et ne pas lui obéir automatiquement. Car la colère, le désir de revanche, l'obsession de comprendre sont des formes d'esclavage déguisées en justice émotionnelle. Et tant que tu justifieras tes réactions par ce que l'autre a fait, tu resteras prisonnier de son influence. La maîtrise mentale commence par une décision. Tu ne seras pas un esclave de ton passé. Tu ne permettras pas à quelqu'un d'autre de déterminer tes pensées, ton humeur ou tes décisions. Tu vas reprendre le contrôle. Et cela demande de la discipline. Cela ne se fait pas en un jour. Cela se fait en t'observant, en te questionnant, en arrêtant l'impulsion avant qu'elle ne devienne une réaction. Et surtout, en remplaçant la pensée réactive par une pensée stratégique. Chaque fois que tu te souviens de ce que tu as vécu, ne l'utilise pas comme une justification pour stagner. Utilise-le comme une preuve de ta force, de ta capacité à avancer. Ne reste pas coincé dans l'émotion qu'on t'a imposée. Choisis-en une nouvelle. Choisis la clarté. Choisis la paix. Parce que celui qui peut contrôler son esprit contrôle son monde. Et lorsque l'autre ne peut plus te sortir de ton centre, il perd tout son pouvoir. Cette maîtrise se traduit également par des décisions pratiques. Ne réponds pas aux messages qui cherchent seulement à te provoquer. Ne suis pas les profils qui te perturbent. N'entre pas pour vérifier ce qui ne t'apporte plus rien. Protège ton esprit comme tu protèges ton corps. Entoure-toi d'environnements qui renforcent ta tranquillité, pas ton chaos, parce que ton esprit est ton temple. Et tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Rappelle-toi ceci, celui qui maîtrise son esprit n'est pas froid, il est sage. Il n'est pas distant, il est stratégique. Il ne réagit pas par impulsion, il agit par choix. Et lorsque tu deviens ce type de personne, tout change. Tu n'es plus facile à manipuler. Tu ne tombes plus dans les pièges émotionnels. Tu ne te traînes plus pour des réponses. C'est toi qui décides. C'est toi qui diriges. C'est toi qui choisis quelles pensées nourrir et lesquelles laisser mourir de faim. Alors fais-le. Entraîne ton esprit. Observe-le. Reprogramme tes réponses. Et chaque fois que tu sens que quelqu'un veut te sortir de ton centre, souris intérieurement. Parce que tu sais ce qu'ils ne savent pas, que l'esprit qui ne réagit pas ne peut pas être contrôlé. Et c'est la victoire la plus puissante qui existe, celle que personne ne peut te voler, celle qui se gagne en silence, celle qui commence et se termine en toi. 7. Laisse le temps faire son travail. Une blessure ne guérit pas plus vite en l'ouvrant tous les jours. Elle cicatrise en silence, avec le temps, loin des doigts qui insistent pour toucher là où ça fait encore mal. C'est ainsi que fonctionne la douleur émotionnelle. Elle ne se résout pas en cherchant des réponses urgentes, ni en confrontations impulsives, ni en explications qui ne servent qu'à prolonger le lien. Elle se résout en laissant de l'espace, en laissant la blessure respirer, en laissant le temps, ce juge impartial, agir lorsque tu décides de te retirer du champ de bataille. Beaucoup veulent une justice immédiate,
Ils veulent que l'autre paie maintenant, qu'il ressente la même chose que toi, qu'il comprenne immédiatement tout ce qu'il a détruit. Mais le temps ne fonctionne pas ainsi. Il ne court pas au rythme de tes émotions. Il ne s'accélère pas à cause de ton anxiété. Le temps a son propre langage, et dans cette langue, la meilleure réponse est d'attendre calmement pendant que tu continues ta vie. Laisser le temps faire son travail n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir que ton intervention n'est plus nécessaire, que rester là à réclamer ce qui n'est pas arrivé ne fait qu'allonger ta souffrance, parce que plus tu es obsédé par le fait que l'autre souffre ou comprenne, plus tu le gardes présent. Et pendant qu'il dort tranquillement, toi, tu te réveilles avec des pensées qui ne te construisent pas. Là, tu perds. Là, tu donnes du pouvoir. Mais quand tu choisis de te retirer, non pas avec rancœur, mais avec détermination, quelque chose change. Tu laisses place au temps. Et le temps a une façon très subtile, mais efficace, de remettre tout en place. Les personnes qui t'ont sous-estimé commencent à remarquer ton absence. La vie leur rend leurs propres décisions. Leurs erreurs les rattrapent, non pas parce que tu les as poussées, mais parce que tout ce que nous semons finit par fleurir. Pour le meilleur ou pour le pire. Toi, par contre, tu te concentres sur la guérison. Tu n'accélères rien. Tu ne regardes pas en arrière chaque semaine. Tu n'attends pas de signes. Tu continues simplement. Tu construis. Tu te renforces. Et un jour, sans t'en rendre compte, toute cette douleur n'a plus de poids, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que tu ne la portes plus. Parce que le temps, cet allié silencieux, a fait son travail. Et tu lui as donné l'espace nécessaire pour le faire. Bien sûr, il y aura des jours où tu voudras revenir, où la nostalgie, la colère ou le besoin de réponse reviendront frapper à ta porte. Mais souviens-toi que chaque tentative de retour ne fait que remettre les pendules à zéro. Et tu n'es pas venu pour perdre plus de temps. Tu es venu pour le récupérer. Tu es venu pour laisser derrière toi ce qui n'a plus sa place dans ton histoire. Et pour cela, tu as besoin de patience. Tu as besoin de conviction. Tu as besoin de faire confiance en ce que le silence et la distance, soutenus dans le temps, sont plus efficaces que toute dispute ou confrontation. Le temps se charge aussi de montrer qui tu étais et qui était l'autre. Parce que pendant que tu évolues, que tu grandis, que tu prends en charge tes émotions, l'autre reste le même, stagnant, dans son même cycle, répétant les erreurs. Et il finira par le voir. Non pas parce que tu le dis, mais parce que la vie elle-même le lui montrera. Et quand cela arrivera, tu seras déjà ailleurs, loin, tranquille, en paix. Alors ne te désespère pas. Ne cherche pas la vengeance déguisée en clôture. N'accélère pas ce qui ne peut se résoudre qu'avec de la distance. Laisse le temps agir. Laisse l'univers faire sa part. Laisse les pièces tomber où elles doivent tomber. Concentre-toi simplement sur toi, sur ta croissance, sur ton avancement. Et quand tu regarderas en arrière, ce ne sera pas avec colère, mais avec la tranquillité de savoir que tu n'as rien fait d'autre que ce qui était juste. Tu as choisi la paix. Tu as choisi de te retirer. Tu as choisi de faire confiance. Et le temps, tôt ou tard, te rendra tout en équilibre. 8. Ne regarde pas en arrière, même pas pour dire au revoir. Arrivé à ce stade, il ne s'agit plus de résistance. Il s'agit de choix. Tu ne survis plus. Tu décides qui mérite de franchir avec toi le seuil de ta nouvelle étape. Et pour cela, il y a une règle simple et définitive. Ne regarde pas en arrière. Parce que regarder en arrière, même avec nostalgie, même par habitude, même pour essayer de comprendre, c'est rester coincé dans la même boucle que tu as juré de briser. Au début, c'est difficile. L'instinct te dit qu'il y a peut-être encore quelque chose à clore, que tu devrais dire quelque chose de plus, qu'avec une dernière conversation, tout aurait du sens. Mais c'est une illusion dangereuse. Tu n'as pas besoin de dire au revoir à ceux qui ne se sont jamais souciés de rester. Tu n'as pas besoin de phrases finales pour des relations qui se sont brisées toutes seules. Tu n'as pas besoin de continuer à ouvrir des portes qui ne mènent qu'à la même douleur de toujours. Regarder en arrière est une façon de te trahir, parce que chaque pas que tu fais vers ta paix s'affaiblit si tu l'utilises pour revenir.
La dignité se construit en avançant sans hésiter, non pas par fierté, mais par respect, parce que tu as déjà donné trop, tu as déjà expliqué assez, tu t'es déjà brisé en essayant de soutenir ce que l'autre laissait tomber. Et maintenant, il est temps de te choisir, pas avec colère, avec conscience, avec détermination. La vraie clôture ne se dit pas, elle se démontre. Elle est dans ton silence, dans ton absence, dans ce regard ferme qui ne cherche plus le contact visuel, dans cette vie que tu construis sans avoir besoin d'être validé. Parce que quand tu ne regardes pas en arrière, celui qui t'a fait du mal une fois reste avec l'image la plus dérangeante, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin de lui. Et cette image fait plus mal que n'importe quel reproche. Avancer sans revenir est une preuve de maturité brutale. C'est dire à ton passé, tu m'as appris, tu m'as blessé, tu m'as fait douter, mais tu ne vas plus me traîner. Pas avec des souvenirs, pas avec des suppositions, pas avec des fantômes déguisés en possible réconciliation. Parce que le passé ne s'améliore pas en le regardant, il se transcende en marchant. Et si quelqu'un demande un jour pourquoi tu n'as pas dit au revoir, pourquoi tu n'es pas revenu pour clore le chapitre, tu pourras répondre sans mots, avec des actes, avec ta paix, avec ton évolution, avec cette nouvelle version de toi qui n'a plus besoin de fermer des cercles pour être en paix. Parce que quand tu arrêtes de regarder en arrière, tout s'emboîte, ton esprit se libère, tes émotions se rangent, tes décisions redeviennent les tiennes. Ne t'arrête pas, n'attends pas, n'explique pas. Plus maintenant. Ce qui a été, et ce qui vient a besoin de toi entier, sans chaîne, sans nostalgie mal digérée, sans excuses. Alors continue, mais cette fois pour de vrai. Pas avec l'intention de revenir un jour, pas avec l'espoir qu'il te rattrape, pas avec le désir caché qu'il se repente. Continue avec la certitude que regarder en arrière ne fait que retarder l'inévitable, ta liberté, ta renaissance, ta vie sans eux, parce que tout le monde ne mérite pas ton au revoir. Certains doivent simplement s'habituer à ton silence et à ne plus jamais te revoir. Ce sera ta plus grande victoire et aussi leur plus grand châtiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable